Et puis le fait de vivre le parcours, tout d'un coup, avec un de ses proches, nous plonge dans une réalité qu'on n'imaginait pas. Monsieur le maire, cher Raymond, viens là. Pardon, monsieur, dame, bonjour. Voilà, un ami précieux. Salut. Qui nous a énormément soutenu. La participation et l'implication du maire est juste décisive, sinon on ne s'implante pas. Parce que c'est un projet d'inclusion, mais je vais y revenir. Alors, l'histoire est une histoire sur du temps long, comme souvent le monde du handicap. Ça ne se marie pas toujours avec l'urgence de l'époque. Et il démarre avec l'implantation des SAMU dans les années 80, qui a été en fait une véritable bascule de la société. Les SAMU s'implantent. C'est un effort colossal, hein, ça veut dire qu'on maille le territoire et que 24 heures sur 24, partout en France, si on a un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral, eh bien, une équipe organisée avec les bons équipements va venir nous sauver et nous emmener dans un CHU. Grâce à cela, on garde en vie à peu près 40 000 personnes chaque année. C'est des chiffres colossaux qu'on n'a souvent pas en tête. 40 000 personnes qui, sans le SAMU, décéderaient et avec le SAMU, restent en vie. Et ça pose une question majeure à notre société. Pourquoi est-ce qu'on garde en vie les gens fragiles? Vous voyez, la raison du projet, elle est là. C'est le pourquoi est-ce qu'on garde en vie. Quel est le regard sur l'être humain qu'a notre société pour garder en vie les gens les plus fragiles? Vous voyez, on touche à quelque chose d'anthropologique et on touche à un projet de société. Hein, et derrière ça, évidemment, on touche à la question, la place des fragiles dans la société. Hein, où est-ce qu'on met le curseur? Voilà. Alors, on ne voit pas ça de la même manière quand on y réfléchit intellectuellement et quand on est concerné avec un tout proche, où là, tout d'un coup, le regard est totalement différent. Donc, ce qu'on a vécu, nous, familialement, c'est 8 mois de coma, 3-4 ans d'hôpital. Et puis, un jour, la personne très handicapée est stabilisée médicalement et peut quitter le monde de l'institution médico-sociale. Ce qui est heureux pour les finances publiques, parce que les structures médicalisées sont coûteuses, évidemment. Ce qui est avant tout heureux pour la personne, qui a un souhait personnel majeur, c'est de retourner à domicile. On n'a pas de mal à se projeter. Hein. Et en même temps, moi j'ai démarré ce projet, j'ai fondé ce projet en créant des groupes de parole, ce qui est décisif, pour ne pas être dans le faire pour, mais dans le faire avec. Parce qu'on fait tomber beaucoup de fausses bonnes idées, beaucoup de représentations dans ce cas-là, voyez-vous. Et là, eh bien, j'ai entendu des paroles qui ont fondé le projet. Depuis que je suis handicapé, ma plus grande souffrance, c'est la solitude. Voyez-vous, la dépendance, le handicap désocialise. Ce sont des gens qui sortent un peu du radar, qui courent moins vite que les autres, qui économiquement sont extraordinairement fragilisés. Les 40 000 dont je vous parle, c'est ceux qui ne peuvent plus travailler. Hein, des gens qui ont des lésions cérébrales acquises, AVC, trauma, IMC, et qui peuvent travailler, c'est beaucoup plus que 40 000. Denis, cette question-là, du coup, elle amène à la question derrière que posent ces mêmes personnes dans les groupes de parole. Voilà, on est très très accompagné par un autre ami personnel qui est Denis Pifteau, qui a apporté le rapport Pifteau, qui est un rapport fondateur, qui a été énormément cité en filigrane dans la carte blanche du débat du deuxième tour hein, sur le handicap, puisque c'est le zéro sans solution qui était le cœur de ton rapport. Et voilà, qui est très, très soutenant et très impliqué dans les maisons Simon de Sirène. Et donc, cette question que pose la personne en situation de handicap de avant, j'étais capable, efficace, rentable, performant, sachant, etc. Et aujourd'hui, je suis dépendant, hein, puisqu'on parle de situation de grande dépendance, avec des gens qui ont des lésions qui donnent des handicaps physiques, plus des handicaps psychiques, plus des handicaps cognitifs, voyez-vous. Donc on est dans une réalité qui est vraiment dans les situations parmi les plus complexes du handicap. Et à ce moment-là, eh bien, l'expérience que nous avons faite, qui n'est pas une grande idée, on n'est pas dans le militantisme, on est dans des expériences interpersonnelles, c'est que la personne et son entourage va retrouver une dynamique, une audace, un goût à la vie dans des lieux de relation. Relation à soi-même, relation à l'autre, relation à la société. Et c'est le pivot central de notre projet, c'est le pivot de notre conviction et c'est le pivot de notre expérience en fait. C'est que la personne fragile, elle peut soit basculer dans « je sors du radar de la société parce que je vais moins vite, que je ne suis pas dans cette espèce d'hyper-efficacité, dans cette tyrannie de la normalité ». Et par contre, je bascule dans une situation où j'exprime, sans mettre de masque, que j'ai besoin de l'autre. Et il y a quelque chose de douloureux et en même temps, il y a comme une promesse quand une personne fragile exprime à la société « j'ai besoin de toi ». Parce qu'elle vient chacun nous restaurer dans la capacité à rentrer en relation.
dans une capacité d'altérité, voyez-vous. Et en fait, le projet, il est là. C'est un projet où on a en fait construit une espèce de troisième voie qui est à mi-chemin entre l'institution médico-sociale, avec qui on est en partenariat. Quand on ouvre des maisons, on est très en partenariat, parce que la logique de parcours de vie est essentielle quand on est en situation de handicap. Accéder au plateau technique, accéder aux soins, accéder à l'accompagnement médico-social. Et en même temps, quand on est suffisamment stabilisé, pouvoir quitter, c'est un souhait. Retrouver un domicile, c'est un souhait. Et pour beaucoup, en tout cas ceux qui sont là, ce domicile où je me retrouve seul, ça crée cette solitude, ça crée cette exclusion et ça crée cette parole douloureuse qui a été fondatrice. Ma plus grande souffrance, plus que le handicap, c'est la solitude. Et du coup, ce petit groupe, ça a été 10, puis 20, puis 30, puis 50, puis 100 personnes. Comme si quand il y a de la vie, quand il y a de l'audace de la rencontre, quand il y a une table d'hôtes, c'est appelant. Ça a appelé les personnes handicapées, ma sœur, ses amis qui ont été à Garches avec elle, etc. Et puis ça a appelé des gens seuls. Vous savez que dans les grandes villes, une personne sur deux vit seule. Drôle de modèle de société quand même. Quand si on croit que l'être humain se construit dans la relation, on est dans un paradoxe. Et c'est bon de se dire, est-ce que ce n'est pas les plus fragiles qui vont ouvrir ces espaces de fraternité? Voyez-vous? Donc on voit derrière ça se profiler un projet de société, et on voit derrière ça se profiler quelque chose qui ne ressemble pas ni à une quelconque idéologie, mais à quelque chose d'extrêmement concret, d'une expérience de vie. Voilà. Et ça est devenu quelque chose de remarquable, c'est quand ça rentre en alliance avec un cadre qui permet en fait de structurer. Et en 2008, il y a eu les premiers financements des groupes d'entraide mutuelle. C'est financé par les agences régionales de santé, qui nomme ça le fait que les personnes fragiles peuvent s'entraider mutuellement. Et c'est devenu en fait une éligibilité administrative avec un financement, qui n'est pas énorme, c'est 70 000 € par an, mais ça permet maintenant un peu partout en France d'avoir des groupes de 20, 50, 100, 150 personnes qui s'entraident, qui invitent le quartier, qui mettent en œuvre des activités en fait, qui humanisent la société. Voilà. Et ce projet-là, il est extrêmement porteur parce qu'on remet la personne au centre de sa responsabilité, de citoyen, d'acteur, de coacteur. Voilà. Et c'est dans ces groupes-là qu'on a continué de discuter et les gens ont dit, depuis qu'on est handicapé, on ne peut plus avoir notre propre famille. Il y a quelque chose d'extrêmement douloureux qu'on ne restaurera jamais. La réalité est bien là, on ne se raconte pas d'histoire. Mais par contre, on est dans une situation où les personnes ont pu dire avec beaucoup d'humour, parce qu'il y a pas mal d'humour, si on crée une famille d'amis. Et c'est venu juste après, notre chance, c'est que c'est venu juste après la loi de 2005, qui a amené une transformation profonde, une capacité à ne pas regarder que le handicap, mais la personne, et à écouter son projet. Et ça nous a permis finalement de créer un modèle dans lequel on a entendu aussi les personnes nous dire « tes maisons c'est bien, mais en centre-ville, sinon tu nous rajoutes un handicap ». C'est bon de l'entendre quand même ça. C'est plus facile sur le plan foncier d'être en marge. Donc le fait d'être au centre, c'est plus compliqué. Voilà. Et de ça, eh bien en fait, on a monté un modèle, une innovation sociale, c'est en ça qu'on a été lauréat du dispositif La France s'engage, qui est des maisons financées en logement social. C'est en ça qu'il faut qu'on ait un accord extrêmement solide et que le maire soit accueillant du projet. Et il y en a qui le sont plus ou moins. On a un exemple particulièrement remarquable à Rungis avec le maire qui nous a accueillis, qui nous a aussi financés, qui nous a soutenus, qui a mobilisé la population pour casser la peur. Combien de fois on a fait des réunions ensemble, tu m'as dit qu'il fallait qu'on en fasse et qu'on en fasse et qu'on en fasse encore, des fêtes, des réunions, des rencontres, des pièces de théâtre avec les gens du groupe d'entraide mutuelle. Enfin, c'est toutes ces occasions qui tombent les murs de la peur, si vous voulez. Et souvent, la peur de la personne fragile, c'est d'abord la peur de moi-même ne pas être capable de cette relation. Voilà. Et de ça, eh bien, en fait, on en est venu à réaliser ce projet dans lequel on a eu une première expérimentation à Vanves dans les Hauts-de-Seine, qui a ouvert il y a 7 ans. Et aujourd'hui, on a créé une fédération pour démultiplier ce modèle. Et aujourd'hui, on est dans 12 villes en France, avec une idée simple, c'est d'être à peu près dans les grandes régions pour que cette innovation sociale puisse illustrer une capacité à étayer cette troisième voie pour les personnes lésées cérébrales, mais aussi une amie du projet est impliquée dans le monde de l'autisme, pour une partie des gens qui veulent être dans l'autisme, pour la déshérence sociale, pourquoi pas pour le grand âge. On voit bien que c'est un modèle qui peut faire sens pour ce monde de la dépendance, le remettre au cœur de la société, faire de la personne dépendante
chacun de nous à un moment ou à un autre de notre vie, un acteur de socialisation, un acteur de lien social, un acteur de vivre ensemble, qui n'est pas dans la compétition, mais qui est dans prenons le temps de nous rencontrer. Voilà. Alors le projet, c'est donc des maisons financées en logement social, ce qu'on appelle PLAI, hein, c'est le financement très social, puisque les gens ne sont plus, je ne suis pas sous votre contrôle, parce que vous m'avez dit que vous avez tout contrôlé. Et donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne peuvent plus travailler, donc ils sont en dessous des plafonds de ressources. Hein. Et donc on finance avec de l'argent public. La société en France est très généreuse. Moi j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, de regarder beaucoup de modèles à l'étranger. On critique souvent nos modèles, je peux vous dire qu'on part de modèles très généreux. Marie-Lucie, viens. Et je vous parlais d'une amie qui a été extrêmement soutenante parce qu'elle s'occupe d'une fondation, d'une entreprise qui nous a beaucoup aidé, la Fondation Malakoff-Médéric. Et elle est aussi une des grandes actrices du monde du handicap. Elle a développé des actions plus dans le monde de l'autisme. Et donc une des joies du monde de l'action sociale, c'est qu'on est beaucoup en partage d'expériences. Dès qu'on fait quelque chose, ça appartient à tout le monde. Voilà. Donc on est dans ce bien commun, j'ai envie de dire. Et donc pour finir le modèle, eh bien en fait on a développé ces habitats qui sont financés en logement social. Hein, c'est des emprunts auprès de la Caisse des dépôts sur 50 ans par un bailleur social. Ce qui nous permet d'avoir en fait des personnes qu'on accueille et qui ont un loyer qui est corrélé à leur aide au logement. Donc ça ne vient pas manger leur reste à vivre. Ça c'est essentiel. Après ça, l'allocation adulte handicapé, dont on espère beaucoup qu'elle va avoir un coup de pouce, permet de financer sa vie quotidienne. Comme il y a beaucoup de vivre ensemble ici, il y a une forme de mutualisation naturelle. C'est moins cher de prendre un repas à 8 que 8 repas à 1, voyez-vous, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se vivent comme ça. Et puis, on a un service d'aide à la personne qui permet aux personnes de demander au Conseil général de financer des heures d'aide, d'accompagnement. Alors, sur les actes essentiels, sur la surveillance et sur l'accompagnement à la vie sociale. C'est les besoins d'aide humaine qu'on a pour vivre en milieu ordinaire. Et ces heures-là, nous permettent de financer des personnes qui vont être le personnel Simon de Sirène. Hein, ici, il y aura, quand tout sera occupé, 23 salariés. Hein. Et après ça, dans nos maisons, on a une deuxième partie du programme qui est assez signifiant, où on a aussi fait des plus petits logements pour des gens valides, qui sont soit des jeunes volontaires service civique. On est des grands convaincus du volontariat service civique. Un jeune qui vient ici, il vient venir 1 an, il va vivre là, il va partager la vie quotidienne, il va mettre son énergie, son audace, ses questions, ses peurs. Un jeune qui vient faire 1 an ici, il en ressort, c'est un homme debout. C'est très bouleversant de voir le parcours de ces jeunes. Je fais mémoire de Geoffrey qui me disait, je suis arrivé ici, je ne savais pas trop ce que je me cherchais. Et au bout d'1 an, je me suis trouvé. Vous voyez, il y a quelque chose de... Je rêverais que chaque jeune puisse avoir 1 année pour s'engager dans des lieux de vivre ensemble, dans des lieux de relations, enseignés par ses grands frères que sont les personnes en situation de dépendance et qui apprennent à oser l'altérité et à dépasser la peur de soi et la peur de l'autre. Je crois qu'il y a un grand projet de société derrière tout ça. Voilà. Et puis on a aussi, un peu comme dans les villages d'enfants, des permanents lieux de vie, des salariés qui ont aussi leur logement, qui habitent sur place. Et puis au quotidien, chaque maison, c'est 500 mètres carrés, c'est 11 logements, 6 pour des personnes handicapées, 5 pour des personnes valides. Et dans ces logements-là, eh bien, il y a une espèce de vivre ensemble, chacun a son studio, sa kitchenette, sa salle de bain. Mais il y a un grand salon salle à manger cuisine qui permet de se retrouver. Et on s'y retrouve souvent entre habitants et aussi avec les voisins. Voilà. Et je crois, Denis, que ça a été quelque chose qui est assez signifiant par rapport à ton rapport. Oui, c'est-à-dire que une des clés du rapport qui était partie du fait que beaucoup de personnes étaient sans solution, ça a été de se dire il y a un problème de place en France, mais plus profondément, il faut chercher des réponses. La place, c'est un élément possible d'une réponse, mais il faut ce qu'attendent des personnes en situation de handicap, c'est pas qu'on fasse disparaître le handicap, il ne partira pas. C'est qu'on puisse vivre avec un handicap comme tout le monde. Et donc tout le processus du rapport a consisté à se dire, au fond, n'apportons pas des solutions qui consisteraient à enfermer autrement ou à enfermer ailleurs des personnes qui aujourd'hui sont en quête de réponses. Trouvons des réponses qui leur permettent le plus possible en lien avec la société ordinaire. Et alors, c'est sûr qu'un projet comme celui de Simon de Sirène, même si ce n'est pas la seule type de réponse possible, mais particulièrement exemplaire de ça, parce que ça consiste à recréer société,
recréer société avec des personnes qui vivent avec, et du coup à pouvoir s'ouvrir beaucoup plus facilement sur l'environnement extérieur, parce que c'est au cœur d'un village. Enfin, on voit ici d'ailleurs le lieu est particulièrement exemplaire de ça, et avec le désir d'être très ouvert sur la vie ordinaire dans le lieu où on vit. Voilà. Alors, on a très vite, moi au début je voulais régler mon problème familial, donc j'ai ces maisons à vendre, on a trouvé le chemin et très vite on a été appelé et on s'est dit c'est pas nous qui allons faire, on va aider d'autres à faire. Donc on a créé une fédération avec l'idée qu'un projet comme celui-là n'émerge pas d'abord grâce à un foncier, mais d'abord par rapport à un groupe d'hommes et de femmes. Vous savez, Gandhi disait donnez-moi 10 hommes décidés, je changerai le monde. C'est exactement la dynamique de ce projet. Vous mettez 5 personnes valides, 5 personnes handicapées qui deviennent amies, c'est une force de vie incroyable qui va irriguer la cité. Et Raymond, j'aimerais que tu en dises 2 mots sur l'ambiance que ça aide à créer dans ta belle ville de Rungis. Pourquoi tu nous as accueillis? Parce que le projet m'a plu. Il faut être un petit peu égoïste. Je dirais que l'insertion du projet dans Rungis a le succès a une cause principale à mon avis, c'est la petite dimension de la ville. Rungis a moins de 6000 habitants, une vie associative riche, hein, ce qui a permis effectivement qui a facilité les liens entre la population, entre les associations existantes et Simon de Sirène. Donc ça, je pense que dans une grande ville, le succès serait moins, à mon sens, moins rapide hein, qu'à Rungis. C'est vrai que tout le monde a adhéré. Bon, c'est vrai qu'on a largement communiqué hein, dans la presse locale hein, sur l'arrivée de Simon de Sirène, d'autant plus que cet endroit-là, c'est un endroit qui est un peu central, même si c'est légèrement décentré par rapport à Rungis. C'est une ancienne ferme hein, qui a toujours été occupée. Il y a eu des moines bénédictins même à une époque, tu te souviens de ça, Laurent? Et donc c'était un lieu un peu mythique pour la population. Donc que ce lieu soit occupé par une association hein, d'handicapés, je pense que ça a joué aussi hein, sur le resserrement des liens hein, entre l'association et la population. Voilà, et puis alors après